Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous ceux qui nous regardent? Très bien, je vais me présenter rapidement. Je suis Thierry Fortin, je suis professeur agrégé d'anglais. Je suis affecté actuellement à Sciences Po Lyon. Je suis spécialiste de défense, sécurité et relations internationales. Après une dizaine d'années en tant que formateur au ministère des Armées, j'ai été aussi officier de réserve dans la réserve opérationnelle. J'étais officier en renseignement. Donc, je travaille avec d'autres institutions comme l'ILERI et j'interviens aussi comme conférencier ou expert avec l'OTAN, l'IHEDN, l'OSCE et puis des groupes de réflexion sur Lyon, Paris et dans d'autres pays aussi. Je vous remercie. Pour revenir au café débat, le retrait des États-Unis d'Afghanistan est-il le signe d'une stratégie plus isolationniste des États-Unis? Alors, est-ce qu'ils sont vraiment isolationnistes quand ils se retirent d'Afghanistan, mais ils augmentent l'effort sur la zone Indo-Pacifique? Je ne crois pas vraiment. Ils étaient à la limite, avec Trump, ils l'étaient beaucoup plus qu'avec Biden. Je crois que, quoi qu'il arrive, les grands invariants stratégiques américains sont toujours là, que la forme soit plus invasive ou moins invasive. Ils veulent maintenir la liberté de commercer en ayant toujours la primauté de choisir qui sont leurs clients et que l'argent retombe dans leur poche à l'arrivée, avoir une domination au niveau technologique, pouvoir bloquer leurs rivaux. Alors simplement en Afghanistan, ils s'en retiraient cyniquement comme ils l'ont quasiment toujours fait un peu partout, en laissant tomber les gens qu'ils avaient soutenus initialement. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait ça, mais ils ont pensé que de toute façon il n'y avait plus rien à gagner et il était temps de redéployer des efforts vers la zone Indo-Pacifique, donc ils l'ont fait de manière, on va dire, très pragmatique. Ça choque certains, mais ils ont quasiment systématiquement fait ça. Ils l'ont fait au Vietnam, ils ont laissé tomber les Kurdes quand ils ont eu besoin de les laisser tomber. Ils ont utilisé le leadership yougoslave contre l'Union soviétique et quand il s'est agi de les disloquer parce qu'ils avaient besoin de mettre un pied dans les Balkans, ils l'ont fait. Donc leurs intérêts sont vus toujours en priorité et ils ont une stratégie de géant qu'on a parfois du mal à comprendre, mais c'est des stratégies de bloc à bloc. Donc nous, on est au niveau de la cheville, au niveau du genou, et eux, ils sont très très au-dessus des nuages, donc on a souvent des difficultés à comprendre ça. Et pour moi, il n'y a pas vraiment de retour à un isolationnisme, simplement un changement de priorité, et ils se concentrent vraiment sur leur plus grand danger, leurs plus grands rivaux économiques à l'heure actuelle, et c'est essentiellement les Chinois et leurs alliés. Très bien. Les talibans de 2021 sont-ils pour vous les mêmes que ceux de 1996? Idéologiquement, oui. C'est un mouvement islamiste, on va dire avec une coloration nationaliste, parce qu'ils n'ont pas tellement opéré en dehors de contrairement à ce qu'a pu faire Al-Qaïda, qui a créé une franchise pour pouvoir survivre, créer des métastases un peu partout, ou l'État islamique. Eux, c'est essentiellement un mouvement afghan, mais ce sont des musulmans radicaux en faveur de l'application de la charia. Donc là-dessus, ils n'ont pas vraiment changé. Est-ce que exactement les mêmes personnes? Il y a des gens qui ont survécu, il y en a qui ont disparu, mais à partir du moment où le logiciel idéologique est toujours là, on ne peut pas dire qu'il y a un très grand changement. Il faut savoir quand même, c'est ce que disait Gilles Kepel quand il expliquait un peu quelles étaient les forces des islamistes ou des mouvements musulmans radicaux par rapport à nous, c'est qu'ils ne voient pas le temps. Alors j'ai dit tout à l'heure, les Américains voient la stratégie, ils voient ça à très haute altitude, alors que nous on voit ça à plus basse altitude. Et pour des islamistes, ils voient le temps à beaucoup plus long terme, alors que nous on le voit à beaucoup plus court terme, en particulier le piège des processus électoraux, c'est vraiment du très très court terme. Eux voient l'évolution, un peu comme le faisait Fernand Braudel sur la Méditerranée, l'évolution de l'histoire, vraiment très très long terme, et ils pensent que de toute façon à l'arrivée ils gagneront, donc ils sont pas très pressés. Ils nous l'ont dit de toute façon en Afghanistan, vous allez partir un jour, nous on sera toujours là. C'est peut-être pas les mêmes qui sont là, mais toujours est-il que c'est la même idéologie, et eux voient ça comme une victoire culturelle, une victoire conceptuelle, une victoire idéologique. Ce qui les rend d'une certaine manière beaucoup plus résilients. Alors que nous on veut des résultats pour justement que nos processus électoraux soient satisfaits et que les gouvernements qui ont engagé les opérations puissent tirer les bénéfices de leurs décisions. Nous on est pris par le temps et c'est une des raisons
des échecs réguliers des armées occidentales sur des opérations qui sont des opérations de longue durée. La plus longue en Occident avant l'Afghanistan, c'est l'opération Banner des Britanniques en Irlande du Nord. Elle a duré 29 ans. Et il a fallu un processus de paix avec des décisions politiques, il y a eu du politique, il y a eu du culturel, de l'économique, mais les militaires n'ont fait que d'essayer, ils ont fait de la présence et ils ont servi de cible aussi, et puis ils sont intervenus à maintes reprises contre des activistes irlandais, un peu moins contre les gens qui étaient loyalistes, qui étaient plutôt du côté de Londres, mais la solution n'était pas militaire à la fin, ça a été une solution politique, économique, avec des problèmes qui émergent à nouveau à cause du Brexit et de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Donc on voit que là, à l'instar de ce qui s'est passé en Irlande du Nord, ou ce qui a pu se passer en ex-Yougoslavie, ou ce qui passe sur d'autres pays, on engage des opérations en pensant qu'elles vont être finies en 6 mois, en 12 mois, en 2 ans, en 3 ans, alors qu'en fait il faudrait penser stratégiquement sur beaucoup plus long terme, ce qui peut-être nous ferait prendre la décision de ne pas nous engager à certains moments. On n'a aucun intérêt à nous engager sur ces terrains-là. Très bien. Pour vous, quelle est la réalité de la menace terroriste en Afghanistan? Là actuellement, qu'est-ce qu'on appelle un terroriste? C'est la première question. Qu'est-ce qu'un terroriste? Les terroristes, les combattants de la liberté des uns sont les terroristes des autres. Menachem Begin, le Premier ministre israélien du Likoud dans les années 80, pour les Anglais, c'est un terroriste. Parce qu'il avait combattu au sein du groupe Stern le mandat britannique en Palestine, et il le considérait directement comme un terroriste. Pour les Américains, c'était un ami, c'était un dirigeant, certes, il était plutôt du côté des faucons que des commandes, mais c'était quelqu'un de valable. Bon, les mouvements qui sont actuellement en Afghanistan sont des mouvements qui ont un ADN qui est ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui gravitent dans leur sillage. Il y a essentiellement les talibans et des Pakistanais. Il y a Al-Qaïda qui est présent encore, qu'on n'a pas réussi à éradiquer totalement. Al-Qaïda encore là, ils existent encore. Il y a l'État islamique de façon beaucoup plus confidentielle. Pour nous, c'est des mouvements terroristes. Eux sont des mouvements politiques. Ils font de la politique, donc d'une certaine manière, ils la font d'autres manières, mais pour les talibans, ça a fonctionné. Ils ont dit, nous, comme je disais tout à l'heure, nous, on a le temps vous n'avez pas le temps, vous êtes pressés par des agendas électoraux, politiques, et ainsi de suite. Nous, on a tout notre temps et on sera là à l'arrivée. Et donc, ces mouvements sont, d'une certaine manière, plus ou moins sous contrôle là, actuellement, parce que c'est les talibans qui dirigent, et eux sont relativement nationalistes. Ils vont être, comme on en parlait tout à l'heure, obligés de développer le pays, donc il va falloir qu'ils s'appuient sur d'autres, sinon c'est totalement inviable. Ils vont s'appuyer sur les Pakistanais, ils vont s'appuyer sur les Chinois. Donc il n'y a pour le moment pas on va dire, de risque que ça déborde énormément, mais à long terme, qui sait, les Saoudiens ont publié plusieurs articles dans leur presse disant que malheureusement, cette victoire, ou du moins cette apparence de victoire des talibans, elle est vue probablement, y compris par des mouvements terroristes ennemis des talibans, ou pas forcément alignés à les talibans, comme la preuve de la supériorité de leur idéologie par rapport à la corruption occidentale, par rapport à la vision très technologique, très démocratique des Occidentaux. Donc c'est à surveiller. C'est à surveiller. Ce ne sont pas nos amis. Comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on les surveille, qu'on puisse leur parler, mais il ne faut pas être dupe. Très bien. Et enfin, l'Afghanistan va-t-elle enfin sortir d'un demi-siècle d'instabilité? Combien de temps faut-il pour qu'un pays devienne stable? Combien de temps les Afghans ont-ils vécu la guerre entre les déstabilisations? Ils ont eu un nombre de vous trouvez la liste sur le net, le nombre de dirigeants afghans qui ont été tués, déposés ou qui sont partis en exil rapidement parce qu'ils étaient sous la menace. Ensuite, l'intervention soviétique. Ensuite, ils ont eu une première période de talibans. Ensuite, le 11 septembre, 20 ans de guerre. La stabilité. Alors, si les talibans arrivent à reconstruire un semblant de pays avec une aide extérieure, l'aide pakistanaise, avec des Chinois, et que, on va dire d'une certaine manière, ça stabilise
le quotidien des Afghans. Il y aura une stabilité, mais ce sera une stabilité comme la stabilité de l'URSS ou de Cuba. Ça n'est pas une stabilité au sens où nous on l'entend, c'est pas une stabilité avec une liberté et ainsi de suite. Ce sera une stabilité au sens où on n'entend plus trop parler d'eux, un peu comme la Somalie, hein, un peu comme ce qu'on a en Somalie, où vous avez des chefs de guerre qui sont des gangsters, mais qui sont arrivés à un niveau de compétence étatique. Ils dirigent un État au lieu de diriger juste un quartier ou un district. Donc cette stabilité-là, probablement, une stabilité au sens occidental, ça m'étonnerait, ça va prendre beaucoup de temps. Exactement comme pour la Syrie, hein, de toute façon. Le pays, il va y avoir probablement, et c'est pour ça qu'on peut craindre un flux continu à plus long terme de réfugiés, à savoir que si le pays reste relativement stable, on va dire, au sens où il n'y a plus de guerre, mais c'est au niveau démocratique, au niveau développement, vraiment très insatisfaisant, il y a fort à parier qu'on va rester dans une situation, une sorte de statu quo très déplaisant pendant un moment. Il faut du temps pour construire un pays, hein. Il faut beaucoup de temps. Et là, ce pays-là, il n'a pas connu de démocratie, il n'a pas connu de stabilité depuis très longtemps. Donc tout est à créer, quoi. Tout est à créer. D'accord, je vous remercie. Merci. À vous.